Bienvenue au Sira Food Forum pour une nouvelle masterclass sur le thème de l'innovation et de la gastronomie avec le chef Jérôme Giglet, j'espère que je prononce bien. Yeglet. Yeglet, ah ouais, j'étais sûr de mal prononcer. Et c'est pas fini parce que c'est le restaurant Alchemie, là c'est bien. Donc ça c'est facile, c'est comme le Facile. plan. Et la ville de Kaisersberg. Et ça c'est facile, c'est Ça la c'est plus facile belle aussi, ville à côté de Colmar Voilà. en Alsace, accompagné de votre sous-chef Loïc Ulrich. Bienvenue messieurs. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme pour le public averti ou pas? Pendant 35 minutes, on va suivre le déroulé d'une recette. Et puis le chef et le sous-chef vont nous expliquer comment ils procèdent, comment ils travaillent leurs produits. Et surtout là, puisqu'on est dans la partie innovation, on va travailler un poisson maturé. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends ce binôme. D'habitude, on parle de la viande maturée chez les bouchers, c'est à la mode. Le poisson maturé. Vous allez nous préparer quoi, Jérôme Yeglet? Alors c'est tout un programme parce qu'on va préparer. À la base, on voulait faire juste une pièce de poisson maturé. Mais en fait, ça ne suffit pas pour expliquer notre travail. Donc c'est pour ça que Loïc est venu avec moi. On va essayer de vous, en 35 minutes, vous condenser quelque chose et de vous parler maturation de poisson, découpe de poisson, valorisation de toutes les parties du poisson. Parce qu'aujourd'hui, un poisson, ce n'est pas que du filet. Il y a plein d'autres parties intéressantes. On va aussi vous parler de conservation. Parce qu'aujourd'hui, conservation de légumes, conservation de poissons, conservation de charcuterie de poisson. Tout ça, c'est un tout chez nous, c'est un univers. Aujourd'hui, on produit une grosse partie de tous nos légumes. Et on travaille avec le seul pêcheur professionnel sur le Rhin. C'est une vraie chance pour nous. On est très peu en Alsace à avoir accès à ces poissons. Donc, il faut faire vraiment honneur à tous ces produits. Donc, on va partir d'une pectorale on va parler d'une pectorale de silure maturée que je vais vous présenter. On passera par une carpe, une côte de carpe maturée également, taillée comme une côtelette d'agneau. Et on ira derrière sur les abats de poisson avec une laitance de carpe et une mousse de foie de silure. Très bien, eh ben, on est parti pour tout un programme. Alors, j'avais effectivement moi pectoral de silure maturé. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le silure c'est un gros poisson hein, qu'on peut pêcher dans la Saône et dans le Rhin. Sans doute, à l'origine de l'arrivée du silure en France, c'est sans doute une fausse manœuvre d'un conservateur de silure, parce que c'est un poisson qui vient plutôt de l'Europe de l'Est, la Hongrie. Puis un jour, il y a un silure qui s'est échappé dans les eaux de la Saône, et depuis, il prospère. Ce sont des poissons qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. Je crois qu'un jour, on a pêché un silure de 2,43 m. Je crois que le record en France est 2,60 ou 2,60. Ouais, 2,60. Et c'est dans la Saône. Et dans la Saône. La Saône, il est reconnaissable à ses petites moustaches, ses barbillons, et son nom, c'est aussi le poisson-chat. C'est vrai que c'est pas commun de cuisiner le silure. Je le dis tout de go, il a quand même pas très bonne réputation, ce poisson. Ah bah, il fait un peu peur, hein. C'est un peu comme la lotte. Hein. Bah, la lotte, c'est sa tête qui fait peur. D'ailleurs, les poissonniers... le silure, c'est la même chose. Oui, mais il mord un peu aussi. C'est un poisson carnivore. C'est un carnassier, donc forcément, on lui a fait longtemps mauvaise presse parce qu'il attaque les poules d'eau. Alors, il y en a même qui ont raconté qu'il attaquait les gens. Ne vous inquiétez pas, je me suis baigné plein de fois dans le Rhin ou dans les canaux. Alors, c'est peut-être parce que je fais 90 kilos. C'est peut-être pour ça. Non, mais c'est pas les dents de la mer, c'est sûr. Non, non, du tout. Alors, bon, alors moi, je vais attaquer... et après on parlera un petit peu de ce que Loïc est en train de faire. Je vais attaquer tout simplement par vous présenter un peu tout ce travail autour du poisson. On parle de maturation, on parle de découpe, on parle de valorisation. Je vais vous faire une transversale très rapide. Là, on va avoir la pectorale de silure qui est taillée en triangle. C'est juste la partie derrière l'ouïe du silure. Pour habitude, souvent, pendant des années, on nous faisait lever les filets, récupérer les filets, travailler les filets. Le reste, ça faisait au mieux le fumet de poisson. Alors moi, je pensais que pectoral, c'était poitrine. Non, pas du tout. Ah bon? Non. Dans le dictionnaire, pectoral, c'est poitrine. Ah non. Ah bon? Alors, j'ai pas un bon dictionnaire. C'est quoi pectoral? Pectoral, c'est la nageoire qui est juste derrière l'ouïe. Donc ça va être la nageoire qui est là, qui va servir au poisson à se diriger. Très bien. Celle sous le les deux qui sont sous le ventre, c'est les ventraux. Les ventraux. Ventrales. Et celle dessus, c'est la dorsale. Facile. D'accord. Donc, pectoral de silure. Donc voilà. Donc vous allez retrouver la découpe ici. Donc on va essayer de tirer un peu sur la ventrèche pour récupérer de la chair. Ouais. Ça va être une partie qui va être un peu comme le gras de cuisse de poulet, qui va être très juteux avec différentes textures, de la chair, du gras, de la jutosité, de la gourmandise. Et naturellement, je vais la cuisiner meunière, comme une sole. À un moment donné, il ne faut pas chercher midi à 14 h. C'est bon comme ça et ça doit être comme ça.
À côté. Je vais la lancer et pendant ce temps, Loïc, je vais le laisser un peu parler de ses légumes. Comme ça, je lance on un ne peut peu pas tout faire ça. le tour transversal là. On est, Allez, on est rapidement. un peu Donc là, il y a la pectorale. D'accord. Donc avec la découpe. Derrière, on va avoir. Attendez, je vais vous chercher quelque chose. Ah. J'ai l'impression qu'à côté, c'est de la carpe. Alors la carpe aussi. Alors là, vous allez avoir la carpe. Voilà. La carpe, c'est une carpe qui a une quinzaine de jours. Quand on les suspend, donc on les saigne, on les vide complètement, on les humidifie pas. Clairement, c'est interdit de mettre de l'eau dessus, on va altérer les chairs. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de la sécher au max pour que, en fait, comme une viande, pour qu'elle prenne la force, de la texture, du goût, du caractère. Et surtout, il y a une vraie raison aussi, c'est que Jérémy, quand il me ramène le poisson, je ne sais jamais ce qu'il me ramène. Je lui dis, il me faut 50 kg, 100 kg, 20 kg de poisson. Et ben, il sort en pêche le mardi matin, il arrive chez moi, il est 10h, 11h du matin, et je pense qu'il a pêché. Donc, et moi, il m'a fallu à un moment donné avoir une vision, une visibilité sur tout mon travail, sur ma réflexion, pour le non-gaspi aussi. Et du coup, c'est là où on a commencé à réfléchir à la maturation, à ces armoires de maturation. Ça faisait déjà un moment que ça me trottait. Et on s'est rendu compte que quand on les suspend comme ça, toute la partie ventrale, elle sèche. Donc on les lève pour pouvoir les travailler différemment. D'accord. Donc on connaissait bien, et le public connaît bien la viande maturée, la côte de bœuf maturée. C'est le même procédé, une carpe maturée? Oui, clairement, c'est 1 degré, un taux d'humidité géré. C'est une façon en même temps de conserver le poisson et de le bonifier, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. On fumait le poisson et maintenant on le fait maturer. On peut le maturer et le fumer encore derrière. En même temps, d'accord. C'est ça qui est assez intéressant. Et comme on fait des maturations sur 20-30 jours, ben, on laisse le cuir dessus, la peau, de façon à ce que ça ne s'abîme pas. Et derrière, on lève et vous allez voir, vous allez par exemple sur la carpe comme ça là. Alors ça c'est une petite, mais vous allez retrouver la grande. Alors je l'ai pré-cuit pour pouvoir vous la présenter, la transporter correctement. Ça c'est quoi? Ça c'est la côte de carpe maturée. Ah ouais, donc c'est la partie là. D'accord, exactement. Et on va la nettoyer comme une côtelette et on a juste à la snacker derrière et puis voilà, comme une côtelette. Et ensuite il y a les abats là. Et là vous allez avoir la laitance de carpe. Donc c'est une poche qui est salée, légèrement fumée pour celle-ci, hein, c'est ça. On l'a légèrement fumée et derrière on va la cuire comme un riz de veau. Ça a une texture d'ailleurs très proche du riz de veau. Et tout à l'heure j'ai encore une ou deux surprises, mais ça je vous en parle sur la finition de mes assiettes. Et ça, ce sont des poissons uniquement pêchés dans le Rhin. C'est uniquement des poissons sauvages, uniquement des poissons du Rhin. Non seulement du Rhin, mais sauvages, pas d'élevage de silure, pas d'élevage de carpe. Clairement, hein. Pour moi, c'est une règle. Hein. Alors pour moi, surtout, c'est parti aussi parce que je suis pêcheur, mais une de mes grosses passions, c'est la pêche. Et prélever en milieu sauvage, moi, intérieurement, ça me coûte énormément. Donc il y a eu cette réflexion de se dire comment on ne gaspille pas. Et puis je sors d'une famille de bouchers, donc je me suis dit, bah, tiens, on pourrait pas un peu réfléchir à des découpes, à des choses comme ça, et à ramener quelque chose d'autre aux gens que juste des filets. Je comprends maintenant, la maturation, c'est venu de votre papa, donc non? C'est quand vous avez vu la viande maturer, vous êtes dit, ça peut pourquoi pas papa, il servait jamais de viande sous 20 jours. D'accord. Alors, regardons maintenant le travail de votre sous-chef, hein. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous n'êtes pas sur la partie poisson, vous êtes plutôt sur la partie légumes. Je rappelle que 80% des légumes de votre restaurant, vous les cultivez hein, dans des parcelles. C'est ça, tout à fait. Et alors là, on est aussi là plutôt sur, j'allais dire, mais arrêtez-moi si je me trompe, sur la fermentation. Alors il y a une partie en fermentation, mais pas seulement. Donc on travaille les légumes sous plusieurs formes. On a du pickles. On a des conservations à l'huile. Pour les profanes, c'est un mélange c'est le vinaigre. Hein. Vinaigre, tout à fait, oui. C'est une façon de conserver et de cuisiner. C'est plutôt anglo-saxon, plutôt anglais. Les cornichons. Les cornichons, par exemple. Pickles, c'est... Donc là, les cornichons, on les a saumurés, ensuite au vinaigre. Ça, c'est une conservation de blettes au vinaigre. Ici, on a des radis au vinaigre également. Vinaigre aussi. On a des fermentations de rhubarbe. On a des radis aussi à l'huile. Donc, fermentation de rhubarbe? Oui, c'est ça. Et fermentation, là c'est à l'huile, d'accord. Donc, en fait, on a tous les procédés de conservation qui existaient avant l'arrivée du réfrigérateur. Clairement, nos aînés, nos ancêtres conservaient les aliments dans le vinaigre, dans le sel, dans l'huile. Et vous remettez ces traditions au goût du jour. L'idée, en fait, c'est de récolter les légumes tout au long de l'année dans nos jardins. Et puis ensuite d'en faire des conserves pour pouvoir les offrir aux clients toute l'année. Tout l'hiver, passer l'hiver avec des produits de conservation. En fait, il y a un point qui est super important, c'est que quand je sors une ligne de navets qu'on a cultivée dans une de nos 5 parcelles,
Ben, c'est souvent, quand ça donne bien, c'est souvent 200 kilos. On fait 30 couverts maximum par service et on fait uniquement 8 services par semaine. Donc jusqu'à ce que je passe tous nos légumes. Et c'est là qu'est venu le travail de fermentation. Et encore une fois, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on gaspille, quoi. Il faut vraiment réfléchir. Donc parle un peu du céleri. Quand les céleris arrivent chez nous, c'est quelque chose. Ouais, on a 400 céleris qui sortent de terre donc, en l'espace de 3 semaines. Et puis, faut absolument pas qu'ils traînent en chambre froide, quoi. On les travaille tout de suite. Et on les écoule jamais avec les services, comme vient de le dire le chef. Non. Donc il faut absolument les conserver. C'est ça. Et donc le céleri, c'est conservé sous forme de pickle ou plutôt de fermentation? On peut tout faire, mais on fait surtout de la fermentation. On a remarqué que c'était très intéressant le céleri en fermentation. Donc ça développe des arômes aussi. Pour ça, on découvre avec les fermentations que le légume peut changer de goût, de texture, de couleur. Il y a une dimension qui se crée. Il y a une dimension qu'on maîtrise maintenant, mais une dimension dont on ne se rend pas forcément compte au début. Une dimension gustative, de relief aussi, des nouveaux... Moi, j'ai souvenir de fermentation Et Loïc, tu t'en rappelles, c'est toi qui es en charge de genre de fermentation, d'une fermentation de pois cassés que Loïc avait démarré et 6 mois après, on avait un goût d'ananas. Et moi, aujourd'hui, en travaillant que des produits d'Alsace, avoir un petit parfum d'ananas sur un de mes plats ou un truc qui vient un peu comme ça, ça fait un peu exotique. C'est un bonus. Alors ça, là, on travaille donc la pectorale de silure. Et en même temps, je suis en train de retirer la laitance de carpe. D'accord. Avec un bout de laitance de carpe. Un peu d'ail, un peu de thym, quoi, de la cuisine simple. Et ça cuit combien de temps, là? Ça théoriquement, alors pour la démonstration, on l'a un petit peu cuit avant. D'accord. Il y en a pour une vingtaine de minutes, quoi. C'est un peu l'esprit de la côte de bœuf. Hein. C'est le plat partagé. Et ça, tel que ce que vous êtes en train de nous faire, Jérôme, c'est ce que vous servez dans votre restaurant. Ça, c'est à la carte. Ça fait partie, aujourd'hui. Ça fait partie de votre carte. Ça fait partie des choses qu'on a envie d'exprimer, des choses qu'on a envie de partager. Parce que la cuisine, avant tout, c'est du partage. On n'a pas besoin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est. La petite histoire, cette pectorale. Et vous allez comprendre, cette pectorale, la première fois que je l'ai faite à mes enfants. Et les gamins, ils sont en bas âge, ils me disent oh, ta cuisse de poulet, papa, elle est trop bonne. Et ils ne mangent pas de poisson normalement. Et je reviens mardi et je dis à Julien, Julien, c'est mon bras droit. Je dis à Julien, écoute, les gamins, ils ont adoré. Il me dit, mais chef, ils mangent pas de poisson. Je dis, ouais, mais ils ont adoré, il faut que je te fasse goûter. Et on l'a mangé le mardi en revenant. Et on a trouvé ça génial. Et pendant 10 jours avec Julien, on a fait des essais, on a démonté, on a fait des strates, des compressés, des cuissons dans tous les sens. Et on n'a jamais retrouvé la même expression de produit que juste meunière comme ça. Et du coup, j'ai dit à un moment donné, c'est comme ça qu'il faut qu'on le serve et c'est bon comme ça et ça sert à rien de chercher à faire des trucs qui ne nous correspondent pas. Et c'est magique, quoi. Parce que c'est le produit brut. Alors c'est sûr, ce silure, il a 27 jours de maturation. Donc on lui a ramené notre touche à nous. Mais derrière, on le soigne comme on soignerait n'importe quelle côte de bœuf à la maison. Et on la coupe, on partage, on laisse l'os avec la nageoire, à rogner, à aller avec les doigts, la simplicité. Est-ce que vis-à-vis de vos clients, vous avez dû faire un travail de pédagogie, d'explication? Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la mauvaise réputation de ce poisson, qui n'est pas traditionnellement servi sur les grandes tables et sur les tables. Au début, il y a eu une réticence, il y a eu des blocages psychologiques, j'allais dire, ou pas du tout? Alors moi, clairement, j'ai rien ressenti comme ça. Je pense que si on prend le temps de partager, alors c'est sûr, si on met ça dans l'assiette, on l'envoie, on n'explique rien et c'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Mais je pense que nous, on prend un réel plaisir à partager notre passion aujourd'hui à ma table. Et on n'a rien vu de ce genre. Quoi, voilà, ça s'est très bien passé. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un poisson qui vient des pays de l'Est, en Hongrie, etc. Est-ce que vous êtes aussi inspiré, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de feedback, d'antécédents dans la cuisine française sur la cuisson et la façon de préparer le silure, puisque c'est assez neuf comme poisson. Est-ce que vous êtes allé chercher du côté des cuisines un peu hongroises d'Europe de l'Est pour savoir comment eux le cuisinent ou pas du tout?
Alors j'ai regardé, alors pour être franc, j'ai regardé rapidement, mais j'aime bien, quand je cuisine, j'aime bien faire parler mon cœur et mes envies. Et souvent, le plus gros ennemi du cuisinier, c'est d'ouvrir des livres de cuisine. Et on se retrouve inconsciemment, et je l'ai fait pendant des années. Influencé. Même si on cherche à ne pas recopier quelque chose, on a vu un truc qui nous a plu, forcément. Donc oui, par curiosité, une fois que c'était en place, j'ai regardé des choses. Mais c'était pas très intéressant. Mais aujourd'hui, non. Alors, la caméra est braquée sur la casserole de Loïc. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, Loïc? Alors là, pour ajouter un petit peu de gourmandise à tous ces légumes du jardin, je prépare un sabayon infusé au safran. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en Alsace, on est un des producteurs numéro 1 en France de safran. Alors, je vous ai vu à feu doux battre les œufs. C'était le début du sabayon. C'est un exercice très difficile, le sabayon. C'est un peu technique, ouais. C'est un peu technique. Là, il est là. Sous l'œil de la caméra, il est en train d'être réussi. Mais Loïc, il est fort. Je ne suis pas en train de vous divertir. Et qu'est-ce que vous faites D'abord, il faut cuire le sabayon donc, à feu doux, bien sûr, pour pas... les œufs, tout doucement. Voilà, c'est ça. En les fouettant très énergiquement et tout le temps, de façon très régulière. En forme de 8. Voilà, en forme de 8. C'est le secret. Le poignet. Le poignet. Le coup de poignet aussi. Et puis ensuite, une fois qu'on obtient une cuisson comme il faut des jaunes, on monte au beurre clarifié. Beurre clarifié où le safran a infusé, c'est ça? Il est là, le safran? Alors le safran, il a été infusé également dans de l'eau que j'ai monté avec mes jaunes d'œufs au début. Pour provoquer un peu l'émulsion, etc. C'est ça. D'accord, très bien. Le safran, on rappelle ce que c'est. C'est un pistil qui est plutôt cultivé sur les contreforts asiatiques, dans l'Himalaya, etc. C'est ça, non? Alors, et là, le nôtre, il vient d'Alsace. En Iran, beaucoup de safran aussi le vient. Et c'est vrai, très délicat parce que le pistil doit quasiment se ramasser. C'est un gros boulot. Avec une pince à épiler, c'est très très onéreux. Je crois qu'au kilo, c'est l'un des aliments les plus chers au monde. Plus cher que le caviar. C'est le plus cher. C'est le plus cher, me dit Loïc. Alors donc, j'imagine bien que vos légumes, là comme ça, maintenant, effectivement, avec un sabayon au safran, ils vont être un peu dopés, un peu vitaminés. Donc là, c'est la rhubarbe en fermenté, ça. Alors, ce qui est beau avec la conservation, c'est que Loïc parlait de changement de goût, de texture, d'apparence des fois. Mais on s'est vu conserver des céleris plus de 2 ans, des céleris qu'on avait cuits dans le vin. Et avoir des goûts et des textures incroyables qu'on n'avait jamais connues, que moi, en 25 ans de métier, j'avais jamais rencontré. Et du coup, tu amènes ça à tes clients, tu leur amènes quelque chose de différent, ben, tu as l'impression, quand tu partages tes sensations et tes ressentis et tes recherches. Donc ça, c'est beau. Alors, vous êtes alsacien, Colmar, je veux dire une évidence, mais pas de chou fermenté? Ah si, bien sûr. Ah, parce que non, on n'en a pas ici, donc j'attendais le bien sûr, mais c'était trop facile de vous faire une choucroute. Alors nous, ça s'appelle, je vais chercher le nom, attendez, ça va me revenir. La compiche. La compiche, en fait, c'est à l'époque, les paysans, ils récupéraient le chou blanc à choucroute chez nous, et ils faisaient la choucroute. Et tous les gens un peu moins riches, ils récupéraient toutes ces feuilles qui restent dans les champs et ils faisaient le même process. Et ça, c'est plutôt dans le haut de la vallée de Kaysersberg, donc on est à peu près à 10 km de Colmar. Et ça s'appelle la compiche. Et les anciens, moi j'ai dans une ferme, j'ai des anciens qui habitent une ferme à côté de chez moi. Et chaque année, ils nous invitent toute la famille à ouvrir le seau de la compiche et la mamie, elle nous fait la compiche. Et c'est magique, quoi, parce qu'il y a une texture qui est beaucoup moins... la choucroute, on a ce côté croquant, droit, acide, et la compiche, ça va beaucoup plus partir, ça va moins se tenir. Mais c'est tellement propre au fond de la vallée de Kaysersberg, c'est unique. On retient ça, donc rappelez le nom, la compiche. La compiche. Compiche, le chou fermenté. Alors là, on a un très joli assemblage de légumes maturés, non fermentés, pickles, avec quelques petites herbes. Et vous allez couler le sabayon par-dessus? Alors oui, on vient nourrir le tout avec le sabayon au safran pour apporter un liant, la gourmandise et l'arôme du safran. Tu le gardes à côté? Ouais. Là, on retrouve notre petite
côtelette de carpe, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, c'est ça, on l'a fait chauffer. Qui a déjà été un peu on l'a fait chauffer. Là, elle est prête à consommer, là. Voilà. Alors là, je vous ai dit qu'on va reparler aussi de valoriser les parties peu connues, méconnues, les parties qu'on n'apprécie pas forcément tous. J'ai une question, Jérôme, avant. Là, par exemple, la pectorale de silure, là, telle qu'elle a été cuite, maintenant, elle est prête à être servie. Elle est prête à être servie, donc après, elle est souvent un Donc elle a un petit côté brut quand même avec... Ah, mais complètement. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'un produit, la côte de bœuf, ou quoi, franchement, une côte de bœuf, elle est bonne si elle est cuite sur l'os. Hein. Et la pectorale, c'est exactement la même chose. Et on va la diviser après. Qu'est-ce que vous rajoutez là? Là, je mets des fleurs de poireaux de 2 ans. Des fleurs de? Des fleurs de poireaux de 2 ans de conservation goûtée. Allez-y, ça va vous faire plaisir. C'est-à-dire que les poireaux, on les laisse monter, pousser, passer un hiver, et au printemps, ils font le plumeau au-dessus. Et ce plumeau, on le coupe, et après, on met soit en fermentation, soit en pickles. Enfin, on a déjà fait pas mal de choses. Ouais. Et on les garde encore une année avant de les servir. Donc c'est quelque chose qui va venir comme un... Vous sentez, il y a de la force. Hein. Et ça va venir comme un condiment, venir un petit peu... J'allais dire comme un petit capre, mais je ne sais pas si ça vous plaît. En mieux, ouais, exactement. En mieux, je ne sais pas, mais... C'est alsacien, donc c'est... Oui, oui. Mais voilà, on retrouve un peu et la texture et le goût du capre. Et en tous les cas, ça vient doper un peu le poisson, c'est très bien. Donc, fleur de poireau à la place des capres, pensez-y. C'est une trouvaille de Jérôme Giglet. Et alors, donc, je vais rebasculer sur toutes ces parties de valorisation de produits qu'on a tellement peu l'habitude de trouver. Je suis petit-fils de boucher charcutier, et il y a quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, et c'est tout récent. On a fait, en Alsace, on a une saucisse à tartiner qui s'appelle le Leberwurst. Ouais. Tout le monde voit ce que c'est? Regardez, tout le monde voit ce que c'est? Oui. Non. Pourtant, je suis sûr que toi, avec ta veste, tu sais ce que c'est le Leberwurst, non? En fait, c'est une saucisse de foie à base de foie de porc. Et en fait, on a fait une saucisse de foie à base de foie de silure, histoire de revaloriser le silure jusqu'au bout. Ah oui, c'est vraiment jusqu'au bout. Et on le sert comme un condiment à côté de cette côte de carpe, où Loïc va vous mettre... C'est ça, alors attendez, voilà, soyons... Là, la caméra est en train de... Ça, c'est vraiment le foie de silure. Là. Vous voulez goûter? Attendez. Non, je goûterai tout à l'heure. Faites-vous plaisir. Allez-y, regardez. Ça, c'est trop bon. C'est trop bon, vous allez voir. C'est tout doux, c'est tout doux. T'as vu la douceur, là? Oui. Ça, sur une tartine de pain grillé. Mais moi, j'y passe la matinée. Hein. Exactement. J'avais un petit a priori complètement imbécile. C'est très très bon. C'est pas fort. C'est très doux. C'est très doux. Non. Et ça me fait penser à une mousse de canard un petit peu. Mais c'est le principe. Hein. Ouais. Y a des températures qui changent, mais c'est exactement le principe. Je m'attendais à un truc plus violent et pas du tout. C'est tout à fait. C'est très très bon. Faut que ça soit de Merci. La Désolé pour cet a priori un peu négatif. Mais c'est pour ça que je vous ai fait goûter. Mets-en un peu plus. Et en fait, Loïc est en train de vous disposer. Donc elle est assez cuite notre côtelette de carpe là. C'est la côte de carpe là. Oui. Donc on est là, on a découpé. Derrière, je vous ai présenté ça. On l'a réchauffé. Ouais. On l'a réchauffé doucement avec une petite huile dessus. Et on met ce condiment de foie de carpe ou de silure. Ça fonctionne avec les deux ou avec une des 45 variétés de poissons avec lesquelles on travaille. Et dessus, Loïc est en train de revaloriser les peaux avec des peaux rôties. Des peaux de poisson rôtis qui, d'habituellement, sont balancés. Ouais. Voilà. Et donc, ça va ramener un côté un peu croustillant, texturé sur l'ensemble de l'assiette. Il y avait un vieux dicton qui disait « tout est bon dans le cochon ». On peut dire que tout est bon dans le silure. On peut le transformer, ouais. Ouais. Presque. Puisque là, en tous les cas, on voit bien que vous ne laissez pas grand-chose. C'est de la peau de silure, ça, ou c'est de la peau de carpe? Non, ça, c'est de la peau de silure. La peau de silure. Ouais. Donc, tout est bon dans le silure. On peut y aller. Et là, donc, je mets la laitance que je vous ai présentée. Ouais. C'est quoi exactement la laitance? Parce que je crois que c'était le foie, mais... C'est clairement le sperme du poisson. Ah, pardon. Très bien. D'accord. Ni plus ni moins. Donc, voilà. Non, donc, ça va être texturé comme une tétine de vache. Vous avez déjà mangé la tétine panée de vache? Oui. Non. Ou un riz de veau. Ouais. J'ai mangé de la laitance de baleine au Japon, ça doit être. Ouais. C'était comment? C'était ferme? Très moyen. Non. Au petit déjeuner, j'ai trouvé que c'était moyen, mais c'était un peu. Oui, non, je me souviens plus vraiment. Non.
Et en fait, on est sur des textures qui sont très proches du riz de veau quand même. Donc, c'est à se méprendre. D'ailleurs, quand on oui, goûte. là, effectivement, là, ça ressemble. Et donc tout à fait l'idée, à là, c'est un travail de boucher dans une assiette. Donc belle assiette. Hein. On rappelle donc côtelette de carpe, l'étance de carpe. Ça, c'est l'étance de. Vu la longueur, c'est silure. Hein, on est bien d'accord. Oui. Et oui. petite mousse de foie de silure et là-dessus peau rôtie de silure. Donc vraiment. Un plat. On parlait d'innovation et de gastronomie, c'est le mot, hein, parce que ça, c'est vraiment très innovant. Ben, en fait c'est pas dans les livres d'Auguste Escoffier, ça. Ben, c'est dans l'essence même de toute notre réflexion sur notre biotope, sur ce territoire alsacien aujourd'hui, où on veut le faire parler, le faire s'exprimer le plus naturellement possible. Je pense que avec 3 créations comme ça, je résume quasiment l'ADN alchimie de cet écosystème d'une dizaine de personnes qui, on œuvre, on a plaisir à partager ça, à exprimer aussi ce territoire. On en est fiers, vous l'avez entendu, je suis très chauvin et j'en suis fier, riche et j'ai envie de porter toutes ces valeurs alsaciennes à la connaissance de tout le monde. Pour moi, c'est important. Donc on va être sur les découpes, la réflexion du non-gaspi, amener quelque chose de différent, les conservations, parce qu'aujourd'hui, avec nos jardins qui sont le poumon même de tout notre travail, ces 5 parcelles qui sont tenues mais d'une main de maître par Morgane, hein, qui est notre chef de culture, qui est avec moi depuis 4 ans. D'année en année, ces parcelles, elles grandissent, elles produisent de plus en plus, que ce soit légumes, racines, plantes, il y a toutes ces cueillettes sauvages aussi. Et chaque fois, je veux mettre un bout de nous, un bout d'Alsace et le présenter. C'est pour ça que pour moi, juste faire un plat, je suis incapable de vous présenter un seul plat pour passer mes messages, pour parler de nous et pour nous présenter à vous. Est-ce que vous incarnez cette nouvelle génération de chefs aussi, finalement, qui n'ont pas qu'un seul métier de chef au fourneau? Vous êtes un peu maraîcher, potager, poissonnier, conservateur. Vous avez plusieurs casquettes aujourd'hui. Vous n'êtes pas uniquement concentré sur votre travail de préparation et de confection en cuisine. Ouais, parce que je suis également chef d'entreprise, père de famille, comme plein de gens en fait. Non, mais ouvert aussi. Je pense que avec une conscience sur les défis qui nous attendent. Je fais partie d'une nouvelle génération, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de partager qui on est et j'espère que les gens sont sensibles à tout ce soin qu'on donne et cette envie de partager qu'on a. Alors, on a parlé des poissons du Rhin. Pour l'instant, on s'est arrêté sur 2 poissons, la carpe et le silure. Est-ce que vous travaillez d'autres poissons sauvages du Rhin que Alors, on travaille sur 40... variétés? Loïc, 44, 45. Il y a 45 variétés de poissons sur le Rhin. On travaille environ 37 ou 38 variétés. Certaines sont très rares. On a nous en citer quelques-unes, c'est toujours intéressant. Au-dessus, le au-tu, personne l'aspe, le barbeau, le barbeau, connu. Le chevenne, qui est connu, qui est très très bon, mais plein d'arêtes. On va voir l'anguille, on va voir le brochet, pour les plus classiques. Le rotangle, la blette, la perche. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Le silure, le poisson-chat, parce qu'on travaille aussi le poisson-chat. Mais je crois que c'était la même chose, le poisson-chat et le silure. Non, c'est la même famille, mais c'est pas la même chose. Le poisson-chat, les plus grands, ils peuvent monter à... je sais pas, 600, 700 grammes. Et les silures, ça peut, comme on l'a dit tout à l'heure, monter bien plus haut. Mais le silure a une grosse tête de poisson-chat quand même, avec ses barbillons. C'est clairement, c'est la même morphologie. C'est la même famille, sauf que la croissance n'est pas la même. Et il y a quand même des choses qui les différencient. Mais de visuel, c'est vrai que... Mousse de foie de silure. Clairement, ça se ressemble. Et il y a quelque chose qui... Jérémy m'a ramené quelque chose un peu l'autre fois. Pour me faire découvrir, c'est qu'il y a le crabe, les crabes de douce commencent à proliférer dans le Rhin. Et cette année, on a eu nos premiers crabes de douce. Ah. Vous voulez goûter? Donc ça, c'est super intéressant. Parce qu'ils étaient en voie d'extinction et aujourd'hui, non, du tout, ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas du tout présents et ils me disaient que sur la partie allemande du Rhin... et comment vous expliquez ce retour là? C'est pas un retour, c'est nouveau. C'est nouveau, le crabe n'était pas là avant. Je recommence ma question, comment vous expliquez l'arrivée de ces crabes? Comment, je sais pas trop, le réchauffement peut-être, les œufs, quoi, je sais pas trop comment ça peut... Je suis pas assez calé pour commencer à justifier tout ça, mais c'est là.
Et c'est assez, sachant que ça peut faire quand même des gros carnages dans des biotopes aquatiques. Donc on peut commencer à être un peu songeur par rapport à tout ça. Alors, juste, on a beaucoup parlé de poissons, 37 variétés que vous cuisinez. On a beaucoup parlé de votre père qui est boucher, mais on n'a pas du tout prononcé le mot viande. Ça veut dire que vous travaillez la viande ou pas du tout dans votre restaurant? Alors clairement, je suis un viandard. Oui. Je suis un viandard, fils, petit-fils de boucher. Il y a tout un travail également qui est fait sur les artisans agriculteurs autour de nous. Il y a tout un travail. L'Alsace, c'est une région de chasse. Oui. Tous nos animaux arrivent entiers. Il y a tout ce travail de découpe, de salaison, de charcuterie qui est omniprésent chez nous. Dans toute la partie conservation, il y a les chambres de maturation de poissons, de viande. On affine tous nos fromages, on cueille toutes les plantes. Nous-mêmes qui vont dans ces tomes, dans ces différents fromages que nos agriculteurs font. On rentre par exemple à Pâques, chaque année on rentre 12 cabris en bio d'une ferme. On est les seuls restaurateurs. Fred me dit mais c'est marrant que toi tu t'intéresses à ça et que personne ne me sollicite pour ça. Je dis ben moi c'est mon enfance. À Pâques j'avais toujours le cabri à table. J'ai grandi avec un élevage, mon grand-père avait en plus des boucheries un élevage de 350 moutons. J'ai grandi à faire l'agnelage dans les mangeoires, dans un sac de couchage, je devais avoir 6 ans. Voilà, la viande fait partie de moi et là on fait, comme dit, les charcuteries. Si, mais aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ça parce que forcément, avec ce travail de découpe, de réflexion sur la découpe bouchère des poissons, j'allais en venir à ça. Mais la viande est là, clairement. Et entre la viande et le poisson, c'est à peu près 50-50 sur une carte ou c'est à peu près comme ça qu'on peut l'évaluer? Alors, il y en a autant de clients qui viennent chez vous pour manger vos poissons du Rhin que pour déguster vos cabris Alors clairement, j'ai une grosse clientèle de clients végétariens ou très sensibles au végétal. Mais j'ai aussi mes habitués en hiver que j'appelle pour des grosses tourtes. Voilà, je pense que chaque saison a ses caractéristiques. Et je ne sais pas quels sont les clients qui viennent le plus, pourquoi. En tout cas, on a des clients qui font les 4 saisons. Avec des fois, j'ai des clients qui mangeront un menu qui m'annonce aujourd'hui j'ai envie de manger que du poisson et ils partent pour 10 sentiers de poisson. Et à l'inverse, j'ai le client qui va me dire je veux pas de poisson. À l'inverse, j'ai le client qui mange de la viande, qui mange du poisson et qui me dira Jérôme, aujourd'hui tu fais que du légume. Et j'ai le même phénomène aussi sur tout ce qui est boisson non alcoolisée. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille sur cet accompagnement suite aux 2 grossesses successives de Marie-Laure, mon épouse. À un moment donné, elle me dit « Mais Jérôme, pourquoi on ne fait pas quelque chose pour les femmes enceintes, les femmes qui boivent ?» Alors, c'est une femme qui me disait ça, donc forcément, elle a axé sur la femme. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas quelque chose pour les femmes enceintes au lieu de boire de l'eau? On fait un super repas et pourquoi il ne se passe rien? Et là, elle m'a piqué à vif. Elle me dit, purée, elle est en train de me dire que je fais rien parce qu'elle est enceinte, merde. Et non. Et du coup, on a réfléchi, on a commencé à tout se cogiter. On a fait un gros collectif sur l'équipe, grosse réflexion. Et depuis maintenant plus d'1 an, on propose systématiquement à tous nos menus des accords sans alcool. Et la règle de base, on n'achète aucune bouteille. Donc, on fait tous nos kombucha, toutes nos infusions, tous nos jus. Ça peut être un jus de tête de silure qui a 6 mois de salaison qu'on va infuser dans une eau de tomate. Ça peut être Loïc sort-1 comme ça là. Et bon, on restera sur le jus de tête de non, silure. j'ai oublié. Ouais, jus de tête de silure, donc ça sera le mot de la fin. Merci Jérôme, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Loïc. beaucoup. Pour cet assortiment de poissons. Donc je rappelle, on peut manger, se régaler avec du silure, avec de la carpe, avec même du foie de silure, avec des peaux de silure qui sont rôtis. Et puis ces merveilleux légumes, des parcelles de Jérôme Yeglet. Donc filés à l'alchimie. Donc
près de Colmar pour se régaler de tous ces poissons et du cabri parce qu'il a aussi de la viande. Moi, je vous retrouve à 14h40 pour une table ronde sur les nouveaux imaginaires culinaires. On était un peu en plein dedans là avec ces imaginaires sur le poisson. Mais on va voir comment on peut encore étonner le client. Rendez-vous 14h40 sur cette estrade. À tout à l'heure.